Ok, alors le 10. Donc sur un solénoïde infini formé d'un enroulement circulaire contenant n spin par unité de longueur, parcouru par un courant I. Donc on suppose que on a des spires donc circulaires ou à peu près circulaires enroulés sur un cylindre. Et chaque spire est parcouru par un courant I. Donc j'oriente les spires dans ce sens-là. Bon, ok, arbitrairement, pourquoi pas. Alors, rappelez la valeur du champ B créé par le solénoïde en tout point de l'espace. Alors, rappelez, alors il y a ceux qui s'en rappellent, ceux qui ne s'en rappellent pas. Il faut s'en rappeler, mais on ne l'a pas encore revu. Donc, on peut rapidement retrouver l'expression du champ B. Alors, comment on fait ça? Comment on fait ça rapidement? Si on vous dit redémontrer. Alors oui, mais bio et savoir, c'est pas rapide. Hein. Bio et savoir, il faut intégrer IDL vectoriel théorème d'Ampère. Voilà. Donc on commence par les symétries et puis on applique le théorème d'Ampère à un contour bien choisi. Alors les symétries, ça va être quoi? Vous vous rappelez, B est un pseudo-vecteur, un vecteur axial, comme on dit parfois aussi. Et donc ça veut dire que B appartient au plan d'antisymétrie et il est orthogonal au plan de symétrie. Donc c'est plutôt, s'il y a des plans de symétrie, il vaut mieux les trouver parce que orthogonal, il n'y a qu'une direction. Dans le plan, ça peut être encore plein de choses. Donc si on trouve un plan de symétrie, c'est formidable parce qu'on sait que B sera orthogonal à ça. Alors est-ce que vous voyez des plans de symétrie? Je cherche le champ B en un point M quelconque, là ou dedans ou dehors. URUZ, c'est un plan d'antisymétrie. URUZ, c'est un plan de symétrie. URUZ, alors Z c'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Alors là il y a UR et Uθ, il est comme ça. Il vient vers nous. Si on fait UZ Uθ, c'est un plan d'antisymétrie. UZ Uθ est un plan d'antisymétrie, oui, donc B est dedans, mais il en faut, enfin ça nous sert, mais il en faut un... Le plus simple, c'est de trouver un plan de symétrie. Voilà, UR Uθ, tous les plans orthogonaux à Z sont plans de symétrie. Et donc, le champ B est orthogonal aux plans orthogonaux à UZ, et donc le champ B est suivant UZ. Ensuite, par invariance, par rotation autour de l'axe, ça ne dépend pas de θ. Monsieur, le I, là, vous avez fait sur le schéma, en fait, c'est le début du fil. Oui, mais bon, le fil est infini, donc, mais, enfin oui, c'est très très loin. Quand on dit infini, c'est toujours pareil. Et puis il sort par là, quoi. Et donc il tourne par devant. Il peut tourner dans un sens ou dans l'autre. Je choisis cette orientation-là. Donc B ne dépend pas de θ par invariance par rotation autour de l'axe, et il ne dépend pas non plus de Z par invariance par translation, parce que le fil est quasi infini. Enfin, la bobine est quasi infinie. Donc B, c'est B de R UZ. Donc en chaque point, le champ, il est comme ça. Donc le champ, il est parallèle à l'axe, qu'on soit dedans ou qu'on soit dehors. Le champ, il est, en tout cas, il ne peut être que le long de cet axe. Alors il peut être 0 quand même, mais en tout cas, il n'a pas de composante sur les autres axes. Bien, alors maintenant qu'on sait ça, et qu'on sait qu'il ne dépend que de R, on va essayer d'exploiter ces symétries du champ pour appliquer le théorème d'Ampère de façon simple et facile, et rapide, je veux dire. Alors, la première remarque à faire, en fait, c'est que le champ, il tend vers 0 quand on va à l'infini. Alors, c'est peut-être pas immédiatement
c'est peut-être pas immédiat comme affirmation, néanmoins c'est vrai. Est-ce que vous pourriez le justifier? Pourquoi, si je vais très très loin du solénoïde, le champ tend vers 0? Ça fait un truc comme ça, les lignes de champ. Parce que du coup, plus on est loin, plus on est... Oui, alors plus on est loin, c'est sûr que le champ créé par un courant I, c'est en 1 sur R2. Plus on est loin, plus il est petit. Donc à l'infini, oui. Mais si je vous dis que vous vous rappelez qu'on a calculé le champ E créé par un plan infini uniformément chargé. Et on a trouvé quoi? Que E c'était sigma sur 2 epsilon 0, comme U comme ça là. Pareil dessous, bien sûr, c'est symétrique. Et ça, c'est indépendant de la distance. On a trouvé ça, on l'a calculé explicitement. Non, mais E est constant partout, y compris à l'infini. Le champ créé par une plaque infiniment chargée ne tend pas vers 0 à l'infini. Parce que la plaque est infinie, donc à chaque fois, Oui, mais là, le fil aussi est infini. Oui, mais il est enroulé. Non, d'accord, mais il va à l'infini. Comme c'est des lignes de champ qui partent de l'un côté et de l'autre, si le fil il est infini, ben, elles se rejoignent jamais. À l'infini. De toute façon, les lignes de champ se referment toujours. Elles peuvent s'arrêter nulle part parce qu'on ne peut s'arrêter que sur une charge. Bon. Les lignes de champ électriques partent des charges et s'arrêtent sur les charges. Il n'y a pas de charge magnétique, il n'y a pas de monopôle magnétique. Donc il n'y a jamais des lignes de champ B qui s'arrêtent quelque part. Alors, donc, je suis d'accord que le champ B créé par un bout de circuit tend vers 0, enfin décroît quand on est loin, ça c'est sûr. Et donc on se dit, bah, plus on va loin, plus le champ B est petit. C'est vrai, bien sûr c'est vrai. Mais je veux juste vous faire aller un pas plus loin parce que si vous dites juste ça, ça ne suffit pas parce que le même raisonnement, je pourrais l'appliquer là. Le champ E créé par un petit élément... Oui, d'accord, mais E décroît en 1 sur R2 comme B décroît en 1 sur R2, c'est les mêmes champs. Mu0 sur 4pi, somme de I dl vectoriel PM sur PM cube, etc. E il décroît en 1 sur R2 parce que si la charge elle est ponctuelle, puisqu'on se répartit différemment dans l'espace, alors que si on a quelque chose de plan, du coup il n'y a pas cette répartition, du coup ça décroît pas. Somme. Si, je vous écoute, mais je suis en train de vous répondre en fait. Ça, je dis rien, mais je suis en train de vous répondre. Oula, philosophie. B généré par des courants décroît en 1 sur R2. E généré par des charges décroît en 1 sur R2. Donc si l'argument c'est juste de dire, comme ça décroît en 1 sur R2, quand je suis très très loin, ça tend vers 0, ok, si c'est juste ça le raisonnement, alors bah, là aussi, ça décroît en 1 sur R2 et je suis très très loin, donc ça tend vers 0. Bah, si on fait l'analogie, là sur E, la différence c'est que on a choisi d'avoir une plaque infinie, donc c'est comme si on avait une charge infinie. Là on a choisi d'avoir un courant infini, du coup... Oui, mais enfin vous avez une longueur infinie. Non, ok, je vais peut-être tenter un peu. Attendez, il y avait... Allez-y. Allez-y. Non, mais c'est une question d'orientation. C'est vrai que B va être infini dans l'axe dans l'axe radial, et pas dans le plan orthoradial. Attendez, vous avez dit B va être infini. Au niveau axial. B ne va pas être... il va pas s'annuler sur le plan axial. Ouais. Par contre, dans le plan orthoradial, il va s'annuler parce que
De toute façon, B, il est toujours dans cet axe-là. Ça, on l'a déjà établi. Et quand j'augmente Ah non, mais les lignes de champ. quand j'augmente Ah non, c'est R, infini. quand j'augmente R, j'ai une enfin, je mets une ouais, enfin, oui, j'ai plus qu'à la source de Ouais, mais là aussi. Ouais. Du coup, là, j'ai un truc qui devient certain avec ce qu'on dit. On dit B, il est orienté selon Z. Ouais. Mais comme vous dites, les lignes de champ, elles sont ouvertes. Donc ça sort du fil. Donc c'est infini, mais ça sort du fil. Et justement, si on parle à l'infini, Quand vous avez juste une spire comme ça fait un genre de dipôle comme ça. c'est ça. Et là, le truc, c'est que vous en mettez plein, donc ça sort et ça revient. Si vous avez un solénoïde de taille finie, ça fait un truc qui sort Là, comme ça. Ça sortira jamais. Donc théoriquement, c'est censé se rejoindre les lignes de champ. Or, là, c'est infini, donc c'est jamais censé sortir. Oui, donc ça veut dire que si on tend vers l'infini, c'est-à-dire c'est pas exclu que le champ B vaille 0 à l'extérieur, mais je vous demande juste de me justifier pourquoi B égale 0 à l'infini. Ouais, mais là, moi, Mais vous me l'avez justifié en disant ah bah parce que comme ça décroît et qu'on est très très loin, ça tend vers 0. Si c'est ça l'argument, je dis ah bah comme ça décroît et qu'on est très très loin, ça tend vers 0. Donc l'argument n'est pas suffisant. Puisque j'applique la même chose, ma phrase est aussi vraie que la vôtre si je l'applique à E ici par rapport à si vous l'appliquez à B ici. En fait, là, il n'y a pas de champ magnétique à l'extérieur de. Et pourquoi? Parce que précisément, il n'y a pas de champ radial qui permette de refermer les lignes de champ. Donc, il n'y a pas de champ magnétique à c'est l'extérieur. infini. Si, c'est infini. Oui, mais effectivement, on va trouver que le champ B vaut 0 partout. Mais Ouais, et je vois. vous voyez, Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même parce que c'est un argument géométrique. C'est qu'effectivement, non, mais non, parce que vous pourriez avoir, non, c'est ça, vous pourriez avoir des lignes de champ comme ça en fait. Voilà, c'est ça. Ah non, Comment c'est ça infini. Elle viendrait d'où? Elle vient Hein? c'est les lignes de champ. Bah oui, mais de l'infini, de même que dedans. À partir du moment où vous dites je considère que j'ai un solénoïde infini, c'est pareil, hein, dedans elles viennent d'où? Voilà, si on va par là, dedans elles viennent d'où? Bah, de l'induction créée par le fil. Non, mais la ligne de champ elle vient d'où? Là vous avez dit ah ça peut pas y avoir ça parce que ça viendrait d'où? Ok, alors là non plus. Donc votre raisonnement qui justifie que la B égale 0, il justifie qu'aussi dedans B égale 0. Or B n'est pas égal 0 dedans. Donc l'argument ne va pas. Parce que c'est à l'intérieur d'une surface. Là, dans la formule, le D, c'est pour l'intégrale d'une ligne fermée. Donc c'est à l'intérieur. Ça ne peut pas être à l'extérieur. Non, quand vous avez un fil, il crée du champ B partout. On vient de le calculer. Franchement, je sais pas. pas une question de divergence. Toute explication que vous me proposez doit être valable là et pas là. Bon, on va reprendre. S'il y a que ce soit rotationnel, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un rotationnel de B, il n'y a pas de rotationnel de E. Donc, quelque part. Oui, mais so what? Bon, alors je vous la donne la réponse. Parce qu'il ne faut pas qu'on passe trop de temps. La réponse, c'est que B décroît en 1 sur R2, effectivement. E décroît en 1 sur R2. Mais pourquoi là, du coup, le champ ne tend pas vers 0 à l'infini? Parce que là, il ne se répartit pas dans l'espace. Parce qu'il décroît en. Bon, les choses. Dites. Ben, moi, je trouvais que la charge ponctuelle, enfin, le champ, il décroît parce que ça se répartit dans l'espace sur la surface d'une sphère. Mais pareil. Alors, si on a un plan, ça. Non, mais ce qui est émis par chaque petit point là décroît en 1 sur R2. Et le champ créé par l'union de toutes les charges, c'est la somme des champs créés par chacune des charges. Donc, c'est pareil. Et là, le champ créé par le solénoïde complet, c'est la somme des champs créés par chaque petit bout de circuit. Bon, alors la réponse, c'est que ça décroît en 1 sur R2, mais plus vous êtes loin,
plus vous êtes sensible à une surface grande, qui croît en R2. Alors que là, non. Alors que là, la longueur croît en R. Enfin, ça c'est proportionnel à la longueur. Ça, c'est proportionnel à la surface. Donc vous avez un truc en 1 sur R2 fois du R2. Là, vous avez un... pardon, c'est ici. Là, vous avez un truc en 1 sur R2 fois R. Enfin, fois une longueur. C'est pas le même R, mais enfin... Oui. Donc c'est ça l'idée. D'accord? Donc l'argument, c'est que le champ décroît en 1 sur R2 et on a un fil qui est certes infini, mais infini linéairement, pas au carré. Ok? Bon, on pourrait le formaliser un peu mieux, mais juste au moins ça, que vous voyez ça. Enfin, pour le formaliser mieux, il suffit de le calculer, hein, par ailleurs, c'est faisable. Mais l'argument, il est là. La raison, c'est pas parce que l'infini divisé par l'infini, ça peut faire l'infini, ça peut faire une constante, ou ça peut faire 0. Ça dépend de la taille des infinis, en fait. Donc, dans ce cas-là, c'est les deux mêmes infinis pour le champ E. Dans ce cas-là, l'infini du bas est plus grand que l'infini du haut. En gros, c'est ça. Enfin, c'est ça. Ok, bon, alors, on reprend. Donc, on a B qui vaut B de R UZ. Très bien. Enfin, je vais l'appeler U delta, c'est l'axe du solénoïde. Ici. Et il vaut 0 quand on est... Enfin, à l'infini. Enfin, il tend vers 0 quand on... Alors maintenant, prenons une courbe d'Ampère, là, un petit circuit virtuel, enfin une courbe, gamma. Vous voulez l'orienter comment? Comme ça? Comme ça? Ok. Pourquoi je fais ça? Parce que, alors, par rapport à l'axe, là, je suis à la longueur R1, enfin à la distance R1, là, je suis à la distance R2. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je vais calculer la circulation de B le long de cette courbe, là, je vais me déplacer à R constant, donc ce sera toujours le même B. Et là, je vais me déplacer orthogonalement au champ, donc la circulation sera nulle. Donc c'est une courbe très pratique pour calculer. Donc ça égale mu0 fois le I qui traverse. Ça, c'est vrai tout le temps, quel que soit gamma. Donc, autant prendre un gamma qui permet de calculer ça facilement. Donc, en l'occurrence, donc je vais appeler ça A, B, C, D comme ça. La circulation de B, c'est la circulation sur la branche AB, plus sur la branche BC, plus sur la branche CD, plus sur la branche DA. Alors ça fait quoi? Sur la branche AB, ça fait moins B de R1 fois la longueur, si ça c'est la longueur. D'accord? Moins parce que je me déplace dans le sens opposé à Uθ. Donc c'est moins B de R1 fois L. Sur la branche BC, bah, ça fait 0 puisque B est orthogonal au déplacement. Donc B scalaire, le déplacement, ça fait 0. Sur la branche CD, eh bien c'est B de R2, cette fois on est dans le bon sens, donc B de R2 fois L. D'accord? Et sur la branche DA, ça fait 0. Et I, c'est 0, il n'y a pas de courant qui traverse ça, bien sûr. Donc tout ça égale 0. Moralité, moins B de R1 fois L plus B de R2 fois L égale 0. Donc B de R2 égale B de R1. Donc ce qu'on vient de voir, c'est que le champ est le même partout à l'extérieur. Comme c'était le cas ici d'ailleurs. Le champ est le même partout au-delà du plan. N'importe où.
Sauf que là, le champ est le même partout hors du solénoïde et il vaut 0 à l'infini. Il tend vers 0 à l'infini. Donc il vaut 0 partout. Voilà. Or, donc ça c'est pour R plus grand que, je vais appeler grand R, le rayon du solénoïde. Or, B de R tend vers 0 quand R tend vers l'infini. Donc, B de R égale 0, quel que soit R plus grand que R. Voilà. Donc nous venons d'établir que le champ B est nul hors du solénoïde. C'est pas mal. Alors dedans maintenant, on va appliquer à nouveau le théorème d'Ampère, mais à une courbe qui rentre dans le solénoïde. Ah tiens, d'ailleurs, on peut peut-être... On va le faire déjà pour une petite... Je vais prendre un petit circuit, enfin une courbe. Je ne le matérialise pas par du fil électrique, on est d'accord. Je prends ça là. À nouveau, A, B, C, D. Orienté comme ça, puisqu'on va garder la même orientation. Alors pareil, la circulation de B le long de la courbe verte. Oui. Vous pouvez nous lire à voix haute ce que vous avez écrit en rouge pour voir si on comprend la même chose. Donc B de R1 est égal à B de R2, quel que soit R plus grand que R. Ouais. Enfin, que le rayon de solénoïde. Or, B de R tend vers 0 quand R tend vers l'infini. C'est ce qu'on a vu. Et donc, B de R vaut 0 partout. Oui, parce que quel que soit R, on a B de R qui est... Le B est le même partout hors du solénoïde. S'il est le même partout. Et il vaut pareil que quand on tend vers l'infini. Et c'est 0. Voilà. Donc maintenant, ici, je prends cette petite courbe-là, et j'ai le théorème d'Ampère, à nouveau, qui me dit que la circulation de B le long de ce petit rectangle, c'est égal à mu0 fois le courant qui traverse une surface qui s'appuie dessus. C'est-à-dire 0, puisqu'il n'y a pas de courant qui traverse ça. Alors, que vaut la circulation de B? C'est exactement pareil. Ça vaut B de 0, L avec le signe moins, plus 0, plus B de petit r, si ça s'appelle petit r, fois L, plus 0, égale 0. Et donc, B de R égale B de 0, quel que soit R plus petit que grand R. Grand R étant donc le rayon du solénoïde. Voilà, donc on vient d'établir de la même façon que le champ B est constant à l'intérieur du solénoïde. Le champ B est le même en tout point intérieur du solénoïde, de même que le champ B était le même en tout point extérieur au solénoïde, pour la même raison, par application du théorème d'Ampère. Sauf qu'à l'extérieur, on sait qu'il est nul, puisque à l'infini, il tend vers 0. Là, à l'intérieur, on ne sait pas. Mais on va appliquer le théorème d'Ampère à nouveau à une autre courbe. Alors, je vais en prendre encore une autre. Je vais prendre la courbe bleue. Je vais prendre celle qui fait ça. A, B, C, D. OK? Donc, à nouveau, la circulation de B le long de la courbe bleue, orientée comme ça, est égale à mu0 fois I à travers sigma orienté en conformité avec l'orientation de gamma.
Alors, la circulation de B, c'est la somme de A à B plus la somme de B à C plus la somme de C à D plus la somme de D à A. Alors, de A à B, à nouveau, ça fait moins B de 0. Enfin, je vais l'appeler B intérieur, puisqu'on vient de voir que où qu'on soit à l'intérieur, ça vaut toujours pareil. Bon, je vais l'appeler B intérieur. Moins B intérieur fois L, plus 0, plus B extérieur fois L, c'est-à-dire 0, parce que B extérieur fait 0, et on revient par là avec un champ B qui est orthogonal au déplacement, donc plus 0. Donc en fait, tout ça, là, c'est juste moins B intérieur fois L. Et que vaut maintenant le courant qui traverse une surface qui s'appuie sur la courbe? Par exemple, la surface assurée. Alors attention, il faut l'orienter dans le bon sens. Si le circuit est orienté comme ça veut dire que la surface est orientée vers nous. D'accord? Enfin, c'est le vecteur qui sort, là. Ça, c'est pas... D'accord. Oui? En fait, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on oriente la surface dans ce sens-là, alors que le flux, il est orienté dans l'autre sens. Non, on oriente la surface en conformité avec gamma. Ça, c'est le théorème d'Ampère. Ceci est vrai. La circulation de B est égale à mu 0i si sigma est orienté comme gamma. Si vous changez l'orientation de gamma, ça va se transformer en moins ce qu'il y avait avant. Et ça aussi, à condition que vous changiez l'orientation de sigma. La surface qui s'appuie sur la courbe doit être orientée en conformité avec l'orientation de la courbe. Donc, je ne comprends pas votre question, du coup. Vous dites, puisque le flux, en fait, je sais qu'il est dans l'autre sens, pourquoi je l'orientais comme ça? Non, mais j'oriente la surface comme il faut, et après, si le flux, en fait, il est vraiment dans le sens de la surface, eh ben, le flux sera positif. S'il est dans l'autre sens, eh ben, il sera négatif. Mais la surface, je n'ai pas le choix de son orientation dès lors que j'ai choisi l'orientation de gamma. J'avais le choix, là. Et maintenant que j'ai choisi ça, j'ai plus le choix. Alors là, j'ai choisi ça parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début. Bon, très bien. Et c'est pour ça que j'ai un sigmoid ici. Parce que le B, ce que j'ai appelé B de R ici, est orienté comme ça. C'est la composante suivant U delta orientée vers la droite. Donc là, je remonte le courant, si vous voulez. Donc j'ai un sigmoid. Très bien. Si j'avais orienté dans l'autre sens, j'aurais un signe plus là. Mais à ce moment-là, il aurait fallu changer l'orientation de ça. Et j'aurais eu donc un signe opposé ici. Donc tout ça est indépendant de l'orientation, mais il faut vraiment garder la même orientation pour la surface et pour la courbe. Ok, donc le membre de gauche là, du théorème d'Ampère, il vaut moins B intérieur L. Alors que vaut le membre de droite maintenant? Eh bien, il vaut mu 0 fois le courant qui traverse. Quel est le courant qui traverse? Alors là, il y a plein de petites spires là qui rentrent dans la surface. Alors qui rentrent, mais par là. D'accord? Mon courant I il tourne comme ça. Donc ça rentre vers l'arrière. C'est-à-dire opposé, dans la direction opposée de l'orientation de la surface. Donc en fait, le courant qui traverse dans ce sens-là, c'est moins le courant qui traverse dans ce sens-là. Donc tout ça, c'est égal à mu 0 fois moins I. Mais moins I, c'est pour une spire. J'ai N spires. Donc fois N. Alors j'ai combien de spires? En fait, ce N-là, ce N, c'est... si j'ai une longueur L, et que j'ai N spires par unité de longueur, mon grand N, nombre de spires à travers la surface, c'est NL.
Ben voilà, c'est terminé. Donc j'ai B intérieur qui vaut mu0 NI. Et donc B égale mu0 NI suivant l'axe à l'intérieur et B égale 0 à l'extérieur. Voilà. Bon, alors par ailleurs, il faut connaître le résultat. Et vous voyez qu'il se retrouve très rapidement. Mais enfin, le résultat, vous le connaissez. Enfin, que B soit 0 à l'extérieur, c'est facile à s'en souvenir. C'est facile de s'en souvenir, pardon. Et à l'intérieur, il suffit de faire une application du théorème d'Ampère, au cas où on est oublié. Et on le retrouve en une ligne. Hein. C'est vraiment, tout est là, voilà, tout est là, sur le tableau de gauche. Allez, alors, donc ça, c'était la question préliminaire. Rappeler la valeur du champ B créé par le solénoïde en tout point de l'espace. Donc, c'est fait. Deuxièmement, montrer que le potentiel vecteur est donné à l'extérieur du solénoïde par l'expression suivante. Alors, donc là, on la donne parce que si on vous demandait de la trouver, il y a peut-être des petits soucis. Mais donc, on va juste vérifier que ça marche. Alors, quand on dit montrer que A est donné par ça, on devrait plutôt dire montrer que A donné par ça est possible. Parce que vous savez qu'il n'y a pas qu'un seul A. Hein? Non, ce n'est pas la même chose, mais ça fait appel au fait que vous savez qu'il y a une invariance de jauge. Et qu'il y a plein de A qui sont valables. Si vous ajoutez à A le gradient de n'importe quelle fonction, c'est encore un A qui convient. Vous vous rappelez, puisque tout ce qui compte, c'est que son rotationnel soit égal à B. B égale rot de A, mais c'est aussi égal à rot de A plus le gradient de n'importe quelle fonction f de R. Aussi complexe soit-elle. Pourquoi? Parce que le rotationnel d'un gradient, c'est 0. Toujours. Donc si vous avez un A, vous en avez une infinité très 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 vaste de possibles. Donc là, on vous dit montrer que A s'écrit comme ça veut dire que montrer que A qui s'écrit comme ça convient. Et aussi tous les autres qui sont obtenus à partir de ce A en ajoutant le gradient de n'importe quelle fonction. Bien. Donc alors, enfin de n'importe quel champ scalaire. Donc A de R égale mu0 NI A carré mu0 NI A carré sur 2R Uθ. Donc A est suivant Uθ. A s'enroule comme ça. Les lignes de champ de A sont les cercles autour de l'axe du solénoïde avec une valeur qui vaut ça et qui décroît en 1 sur R. Ce qu'on va montrer, c'est que le rotationnel de A, c'est bien le B qu'il faut. Il faut faire la rotation de ça. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une... Il n'y a pas d'indication. Donc, parce que je ferais bien une chose, moi, quand même. Je ferais bien une petite chose avant. Calculons la circulation de A. La circulation de A, le long d'un cercle. Puisque vous voyez que les lignes de champ de A sont des cercles. Je vais calculer la circulation de A le long du cercle centré sur l'axe et de rayon, enfin d'un cercle centré sur l'axe et de rayon petit r. Vous vous rappelez le théorème de... Ça revient à intégrer absolument ρ de A
scalaire ds. Et donc, ceci, ce n'est rien d'autre que le flux de B. La circulation de A, c'est le flux de B. Alors, est-ce qu'on a bien ça? C'est pour ça que je voulais faire ça, parce qu'en fait, ça saute aux yeux que oui. Donc, tant qu'à faire. Ça saute aux yeux que si, parce que oui, parce que si j'intègre, si je prends un dl, donc je tourne dans le sens des uθ, j'ai dl qui vaut rθ dθ, la circulation, c'est juste A scalaire uθ, c'est un nombre, qui vaut ça, c'est ce nombre-là. Si je l'intègre sur un chemin où r est constant, j'ai juste le périmètre fois ça. Donc j'ai 2πr fois ça. D'accord? Donc ça, le membre de gauche, c'est égal à mu0 ni a carré sur 2r fois 2πr. Et donc ça fait mu0 ni fois pi a carré. Ou a, alors, en fait, a c'est ce que j'avais appelé r avant. Dans l'énoncé, il l'appelle a. C'est le rayon du solénoïde. Et donc vous voyez qu'on a bien la valeur du champ fois la surface. Normal, hein, puisque ça, là, le flux du champ B à travers un disque d'axe, le cylindre, c'est bien B fois la surface où il y a du champ. Et la surface où il y a du champ, c'est pi a carré. J'ai l'impression qu'on a fait une... Moi, je m'attendais plus à un calcul, on applique une grosse formule du rotationnel. Oui. Là, j'ai l'impression qu'on a pris une petite déviation. Oui. Ça, c'est vrai, donc forcément... Non, je suis d'accord. Comme j'ai dit, je voulais vous montrer ça parce que ça saute aux yeux et c'est beau. Enfin, tiens, non, parce qu'on reconnaît pi, on reconnaît B ici, et on voit que que les lignes de champ sont des cercles. Donc, enfin, je veux dire, ce que je viens de faire là, il me semblait que ça sautait aux yeux. En tout cas, ça m'a sauté aux yeux. Ça aurait pu vous sauter. C'est joli aussi de voir qu'effectivement, la circulation de A, c'est le flux de son rotationnel, et son rotationnel, c'est B. Et on retrouve bien, effectivement, avec cette expression de A, qu'on a ça. Alors, on pourrait dire, et donc ça va être vrai, alors, évidemment, pour R plus grand que A. Et si R est plus petit que A, ça marche aussi. Si R est plus petit que A, évidemment, ceci reste vrai, et on va trouver mu0 ni a carré, enfin, A, E. Ah oui, non. Justement. Justement, ça ne marche pas à l'intérieur. Mais ça ne marche pas à l'intérieur parce que cette expression-là, comme il est bien dit dans l'énoncé, elle est valable à l'extérieur. À l'intérieur, on peut trouver d'ailleurs ce que ça va être. Ça va être ce qu'il faut pour que ça soit égal au flux de B, c'est-à-dire avec un pi r carré ici, et pas un pi a carré. Si on l'intègre que jusqu'à r plus petit que a. Bon, mais donc ce n'est pas ce qui est demandé. Donc voilà, en fait, on a A extérieur, je vais le mettre comme ça, extérieur, ou si vous voulez, pour R plus grand que A. C'est ça qui est donné. On a vérifié l'expression intégrale. Moi, je dirais même que ça suffit. Vous diriez qu'on est un petit peu passé par la bande, là, mais puisque ceci est vrai pour toutes... Ouais, alors, enfin, on l'a fait pour des cercles. Il faudrait montrer que ça marche pour tous. Bon, ok. Donc, non. Si vous voulez, on va calculer le rotationnel de A et on va voir que ça fait bien B. C'est-à-dire que ça fait 0. En fait.
le rotationnel de A? Bah oui, parce que alors, l'expression du rotationnel en coordonnées cylindriques, faut écrire, donc c'est Nabla vectoriel A. Et Nabla en sphérique, c'est quoi? Pas en sphérique, en cylindrique, c'est D sur dr suivant UR, 1 sur R D, 1 sur R D sur dθ, et D sur dz. Hein? En tout cas, vous voyez que et A, donc ça c'est d'accord, et A c'est 0, A θ ici là, enfin, ce truc là, d'accord, donc mu 0 n, oui grand A θ, merci, et là 0. Et donc ben non, pourquoi? La Aθ dépend de R. Donc celui-là, il n'est pas nul. Ils sont collinaires et c'est le produit vectoriel, donc ils sont zéro. Non, le produit vectoriel, c'est ça. C'est ça, vectoriel, ça. Donc sur la première composante, c'est ça appliqué à ça, moins ça appliqué à ça, ça fait 0, pas de souci. Sur la deuxième composante, c'est 0. Mais sur la troisième, on a d de Aθ sur dr. Non, mais c'est la dérivée par rapport à R, néanmoins. Et donc, ça va faire ça suivant UZ. Ah! Non? Bah alors, attendez, c'est quoi le problème? Ouais. Ah, vous connaissez les bons trucs. Hein. Par l'expression. Attendez, c'est quoi le bins là? C'est bien ça, Nabla en cylindrique? Oui. Non, il en manque une. Il en manque. Ah oui, c'est ça. Bon, ok, c'est bon. Alors, pardon. Donc, j'ai essayé de retrouver l'expression du rotationnel comme ça facilement à partir du Nabla. Ça n'a pas marché. Donc, excusez-moi, le rotationnel de A, c'est... Alors, du coup, je vous le donne en in extenso. Je vais le mettre là. Le rotationnel d'un champ de vecteurs quelconque, c'est suivant UR. Bon, ça ne sert à rien que je vous le donne in extenso, mais... Allez, si. Donc, rassurez-vous, s'il y a besoin de connaître le rotationnel en cylindrique, on vous le donnera, hein, de toute façon, on est d'accord. Donc, suivant UR, c'est 1 sur R d de AZ sur dθ moins d de R à θ sur dz. Sur la deuxième composante, c'est d de AR sur dz moins d de AZ sur dr. Et sur le θ, c'est 1 sur R d de R à θ sur dr moins 1 sur R d de Aθ, pardon, d de AR sur dθ.
Donc tout ça est dans le petit document que je vous ai distribué à un moment. L'année dernière, en tout cas, je sais pas. Ouais, je crois que je l'ai redistribué aussi cette année. J'avais fait un petit mémo sur... Voilà, c'est ça. Un petit mémo sur les calculs sur les champs vectoriels. Bon, donc l'erreur, c'était... Eh oui. Vous voyez le piège, hein. Donc évidemment, dimensionnellement, c'est bon, mais en fait, c'est pas ça, c'est 1 sur R de la dérivée de R fois ça. C'est ça l'expression du rotationnel. Voilà pourquoi je me suis planté. Enfin bon, bref. Donc pardon, on a perdu un peu de temps là-dessus, mais du coup, vous voyez que R fois A, c'est une constante, et quand vous la dérivez, ça fait bien 0 comme il se doit. Ça ne pouvait pas être autre chose. C'était bien ça le problème. Donc, OK. Donc, A convient. C'est bien un champ dont le rotationnel donne la valeur de B. Très bien. Et par ailleurs, on a vérifié ça au passage, qui est toujours plaisant. Alors, troisièmement, on entoure le solénoïde d'une boucle conductrice, donc juste un fil conducteur, et on fait varier le courant I dans le solénoïde. Un courant apparaît dans la boucle. Apparaît-il dans la boucle? Si oui, pourquoi? Donc on met une boucle comme ça autour, là. Là, ça passe derrière. Alors, est-ce qu'un courant apparaît dans la boucle? Oui, bien sûr. Pourquoi? Par induction, bien sûr. Alors, plus précisément, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le solénoïde, du fait du courant I, crée un champ B qui vaut ça, enfin qui vaut... Je crois qu'il n'y avait pas de champ B. C'est ça l'astuce c'est ça l'intérêt de l'exercice. Il n'y a pas de champ B à l'extérieur, on est d'accord. Mais il y a un champ B à l'intérieur. Ce qui compte, c'est que le flux du champ B à travers, ça c'est le flux de B, à travers la surface qui s'appuie sur gamma. C'est-à-dire à travers, si vous prenez un cercle, à travers le disque. En tout cas, et là, oui, à travers cette surface, il y a du champ B qui passe. Il y a tout le champ B qui passe dans le solénoïde. Quelle que soit la taille du truc, on aura la même... On aura le même champ. Quelle que soit la taille, on aura le même champ. C'est ce qu'on a fait là. Hein. La circulation de A, c'est le flux. Je comprends mieux avec le dessin et les équations. D'accord. Donc si vous entourez le solénoïde, en chaque point du fil, il n'y a pas de champ B, mais il y a du flux de B à travers le fil. Que vaut-il? Eh bien, le flux de B à travers le fil, c'est pi A carré fois le champ B. Donc, c'est moins D sur dt de pi A2 B. Et B dépend de I. Donc, si I varie, B varie, donc le flux varie. Donc, il y a une force électromotrice induite. Et donc, il y a un courant induit. Alors, on va voir ce que ça fait. Donc, ça fait moins mu0 n pi A carré fois dI sur dt. Voilà la force électromotrice. Et vous retrouvez un E égale moins L dI sur dt, bien sûr. Hein. Enfin, ici, moins M dI sur dt, c'est un coefficient d'inductance mutuel entre le solénoïde et votre spire, votre circuit qui entoure le solénoïde. Donc voilà, si oui, pourquoi c'est fait? Déterminer la force électromotrice induite de deux façons différentes, à partir de la loi de Faraday et à partir du champ électromoteur induit. Alors ça, on ne l'a pas revu. Un petit bout de cours? Non, mais en fait, si on l'a revu quasi... Si, on l'a revu tout à l'heure. En fait, si, on l'a revu. Quand je vous ai écrit E égale moins gradient de V
plus dA sur dt, vous vous rappelez? Et donc E, la force électromotrice, qui est la circulation de E, scalaire dl, c'est la circulation du grade de V, ça fait 0, plus la circulation, enfin plus d sur dt de la circulation de A. Et la circulation de A, c'est ce que j'ai calculé ici, c'est justement le flux de B. Donc ça redonne la même chose. Ouais, mais là, en fait, on tombe sur la loi de Faraday. Bah, de toute façon, E, il vaut ce qu'il vaut. Ça, quel que soit le chemin que vous preniez, E, ça va être E. Parce que moi, quand j'ai vu ça, en fait, parce que je pensais qu'il fallait se servir de la relation V vectorielle B. Ah non, il n'y a rien qui bouge là. Non. En fait, c'est une question où on nous dit de deux façons différentes, retomber sur la loi de Faraday. Oui. Enfin, oui. Ouais. Enfin, parce que je l'ai exprimé ici comme... Non, mais d'accord. Enfin, je l'ai exprimé ici comme la loi de Faraday. Mais sinon, oui, peut-être ce qui est demandé, c'est ça, mais de calculer vraiment E égale circulation de dA sur dt c'est pas plus, c'est moins en fait. Attendez, c'est moins ou c'est plus? C'est moins. C'est moins, oui, bien sûr. Oui, tiens, on avait un problème de signe. Donc E, c'est la circulation, donc c'est ça. Voilà. Donc ce que j'ai fait avant, c'est de remarquer que ça, par le théorème de Stokes-Ampère, c'est bien la dérivée par rapport au temps du flux de B, hein, parce que ça fait ρ de A scalaire ds, donc c'est bien le flux de B. Mais on peut aussi, puisqu'on a A, on peut aussi directement calculer la circulation. C'est peut-être ça qui est demandé. Alors si on le fait, ça fait dA sur dt, ça fait, il n'y a que I qui dépend du temps, hein, donc ça fait moins mu0 n a carré sur 2r di sur dt, somme de uθ scalaire dl, le long de votre courbe. Et ça, bien sûr, ça fait 2π. Uθ scalaire dr, quand vous avez fait tout le tour, vous avez fait 2π. Et donc, on retrouve exactement ça, bien sûr. OK? Il est où le R? Ah non, c'est 2πr. Ah oui, c'est 2πr, bien sûr. Mais dl, c'est pas, je ne somme pas sur dθ, je somme sur r dθ. Donc ça supprime bien ce r-là et on retrouve ça, bien sûr. OK. C'est tout, mais on n'a pas fait grand-chose, hein, du coup, ce matin. Bon, 2 exos, c'est plus que ce qu'on avait. On avait pas mal. Non, mais c'est vrai que les applications, ça aide à fixer des trucs. Ouais. Sinon, c'est dans le monde. Vous voulez qu'on continue cet après-midi ou pas, alors? Non? On a de la chimie Compliqué. qui arrive bientôt. OK. Donc on se voit mardi? Ouais, puis